Merci, Colette Sorel, pour cette introduction et cette présentation. Je vous remercie beaucoup. Euh, comme Mme Sorel le mentionnait, ma conférence d'aujourd'hui porte sur l'éducation au changement climatique, pistes et outils pour améliorer la vie des élèves. Je me nomme Liliane Dionne, j'ai un doctorat, je suis professeure titulaire à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Et je présente, dans le fond, cette conférence dans le cadre de la Journée pédagogique provinciale des écoles francophones de l'Ontario. Alors, sans plus tarder, je vais faire la reconnaissance territoriale. Je tiens à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés aujourd'hui font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe, à moins que vous résidiez vraiment dans le très grand nord de l'Ontario, vous êtes sur les terres des Anishinaabe. Alors, je remercie le Centre franco-ontarien de m'avoir fait confiance en m'invitant comme conférencière pour vous présenter à toutes et à tous mes connaissances, ma compréhension, aussi je vous dirais, mon énergie par rapport à l'éducation au changement climatique. J'ai déjà fait ces conférences-là à 300 autres personnes ce matin, donc je suis très contente de pouvoir rejoindre un si grand nombre. Euh, Puis je voudrais vraiment vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette conférence. Je sais que vous vous êtes mobilisés aujourd'hui pour être là, malgré le très beau temps qu'il fait là, dehors. Je pense que c'est important pour l'avenir de notre système scolaire et pour l'avenir de nos enfants aussi. Comme Mme Sauret mentionnait, ça peut être difficile de m'adresser des questions parce que, bon, c'est quand même une conférence assez touffue, assez dense. Et aussi, on est très, très nombreux. C'est important pour vous de fermer votre caméra parce que ça peut perturber la compréhension de tout un chacun. Et moi, comme j'ai un déficit d'attention, je m'en confesse, quand il y a du bruit de fond, là, je- ça me dérange énormément. Donc, je compte sur votre collaboration pour vraiment fermer vos micros là, lors de la présentation. Je veux aussi vous féliciter. Vous êtes de fiers représentants de la langue française en Ontario et je pense que cette langue-là, elle est très vivante dans la province ontarienne et j'espère que vous allez poursuivre cette mission-là de la francophonie ontarienne là, pour encore de nombreuses années et j'espère pour toujours, en fait. Euh, je sais, OK, donc c'est ça que je vous disais. Donc, le courriel, ldion@ottawa.ca, c'est vraiment le courriel pour lequel vous pouvez m'envoyer, avec lequel vous pouvez m'envoyer toutes vos questions. N'hésitez pas. Ça va me faire vraiment plaisir. J'aime ça voir l'intérêt que vous portez à ce sujet-là, qui pour moi, que je tiens à cœur tellement. Euh, Puis, je vous dirais que le but de la conférence d'aujourd'hui, oui, c'est de vous amener des outils, mais de vous faire aussi réfléchir sur cette éducation au changement climatique et l'éducation à l'environnement. Et évidemment, je vais vous amener aussi des ressources, mais je pense que cette conscientisation-là, c'est vraiment le premier pas vers l'éducation au changement climatique. Alors, c'est sûr que c'est une journée provinciale sur les STEM. Vous savez qu'il y a un nouveau curriculum qui est sorti, que le ministère de l'Éducation de l'Ontario a publié et qui était en vigueur à partir de cette année scolaire. Il y a eu des changements. Moi, c'est certain que j'ai contribué vers la fin là, pour une relecture et je dois pas passer sous silence le fait que j'ai dit au ministère que je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments relatifs à l'environnement, d'éducation au changement climatique et d'éducation à l'environnement, même s'il y en a quand même un peu. Mais je trouve qu'au niveau primaire, c'est sûr qu'il y a beaucoup de connaissances de base, mais on va pouvoir s'en sortir, non pas seulement qu'à travers les STEM, mais à travers toutes les matières. Ça, je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Donc, Mme Sorel a fait une très belle présentation. Je voulais aussi vous parler du tableau ST. C'est un tableau où vous allez trouver des pratiques gagnantes en enseignement des sciences
en fait, le projet a été fait pour 4, 5, 6, mais là, on est en train de travailler le tableau pour enrichir, ajouter des nouvelles pratiques. Moi, j'ai travaillé toute l'année dernière avec une enseignante du préscolaire pour ajouter des pratiques sur la forêt et les arbres. Donc, il va y avoir 2 nouvelles pratiques sur la forêt et les arbres bientôt. Il y a aussi une pratique sur les plantes médicinales qui va être ajoutée. Et il y a une pratique aussi sur l'orignal que je vais travailler avec ma collègue Diane Campeau. Puis vous allez voir, il y a d'autres cases. Puis si vous cliquez dessus, des nouvelles cases, ça se peut qu'il y ait des cases que ça ne fonctionne pas parce qu'on a ajouté des nouvelles pratiques avec la WebMess. Mais ça, c'est vraiment un travail qui va se poursuivre là, pour euh, 1 à 3 années, là, parce que c'est quand même long. Il faut aussi expérimenter les pratiques en salle de classe. Donc, mais je vous invite chaleureusement à aller voir ce tableau ST qui est vraiment apprécié de la part de mes étudiants que je forme depuis 2004, mais qui est en vigueur depuis 2017. On l'a mis en ligne en 2017 et c'est complètement gratuit et accessible à tout le monde. Je voulais peut-être aussi vous parler un peu de moi, qui je suis, moi, pour vous donner des indications par rapport à l'éducation au changement climatique. En fait, comme vous pouvez voir, j'ai 2 photos ici, une à 3 ans, une à 13 ans. Donc, dans ma jeunesse, dans mon enfance, je vous dirais qu'il y a eu énormément d'occasions pour moi de me connecter à l'environnement. J'ai grandi dans le nord-ouest du Québec et enfant, j'allais souvent dans la forêt, j'allais sur les cours d'eau avec mes parents, à la pêche. Je me rappelle vouloir connaître le nom de toutes les plantes, de tous les animaux, avoir les habitudes des animaux qui m'entourent. Puis, à travers mes études, en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai voulu mieux comprendre la nature, mieux comprendre ce qui m'entourait, l'environnement qui m'entourait. Alors, je vais vous montrer ici un beau lac comme on en retrouve dans notre belle partie, autant en Ontario, dans le nord de l'Ontario que dans le nord québécois. Et je vous dis que j'ai vraiment comme un amour profond pour la nature, le désir vraiment de protéger cette nature-là, de protéger les non-humains qui y habitent, autant du côté végétal, animal. Et, c'est ça, en 7e année, c'est vraiment là où j'ai eu la piqûre d'un enseignant de biologie qui nous a fait faire un projet. Donc, avec une amie, on a fait un projet d'élevage de petites souris pour comprendre leurs habitudes de vie. Puis ça m'a vraiment donné la piqûre. J'ai voulu après ça devenir agronome. Puis, quand j'ai commencé mes études en agriculture, je me suis rendu compte à quel point l'agriculture était très polluante, utilisait énormément de produits chimiques. Et là, j'ai voulu m'en aller vers l'agriculture biologique, mais c'était pas encore très avancé au Canada. En Europe, c'était beaucoup plus avancé, mais ici au Canada, dans les années 80, là, c'était pas très avancé. Alors, je me suis dirigée à ce moment-là en biologie-écologie. C'est pour ça que j'ai fait un baccalauréat en écologie. Puis ensuite, la vie m'a amenée en éducation. J'ai enseigné aux adultes pour commencer, puis ensuite, je me suis spécialisée en enseignement des sciences au secondaire. Et j'ai fait en fait une quinzaine d'années là, comme enseignante au secondaire. Puis, durant mes années de travail au secondaire, j'ai produit du matériel pédagogique avec des organismes environnementaux, puis aussi d'éducation dans une perspective mondiale, là, éducation à l'environnement, mais dans une perspective mondiale. Puis ensuite, ben, ça m'a donné le goût de continuer mes études, de faire ma maîtrise en éducation et aussi mon doctorat en éducation. Puis ensuite, ben, comme vous savez, je suis aboutie à Ottawa. La grande chance que j'ai eue d'avoir un poste en didactique des sciences et technologies que j'occupe depuis 18 ans maintenant. Euh, Qu'est-ce que j'aimerais vous dire à quel point, c'est ça, toute cette démarche d'éducation à l'environnement et au changement climatique me tient à cœur. Et c'est important, toute la question de littératie environnementale, de littératie climatique, c'est vraiment important. Ici, je cite des auteurs, Coster et Fox.
en 2017 qui disent que la littératie climatique est le point de départ pour s'engager personnellement dans les tendances environnementales. Et on le voit beaucoup, ce terme-là, dans le curriculum, justement, de sciences et technologies du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Qu'est-ce que ça veut dire, cette intendance-là? C'est justement de protéger l'environnement. Et pour protéger l'environnement, c'est sûr que ça prend des connaissances, mais encore plus, ça prend une prise de conscience qu'on est important, chaque personne est important pour protéger cette nature et cet environnement. Aujourd'hui, plus que jamais, les enfants ont besoin de connaître et de comprendre la nature et les non-humains qui l'habitent, qui habitent la Terre, mais ils ont aussi besoin de développer leurs compétences pour protéger la planète. Nous aussi, comme adultes, nous avons le devoir de protéger la nature et la planète. Les enfants ont le droit à une éducation de qualité et à un environnement de qualité. Une éducation de qualité, c'est une éducation qui veille à protéger l'environnement de tous les enfants, mais aussi de notre environnement. Je vous amène à la prochaine diapo. Alors, comme dit ma collègue Diane Campeau, qui est spécialiste en éducation autochtone, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et évidemment que pour aimer, il faut connaître, il faut approfondir. Donc, ici, j'ai une image de trois branches de conifères. Ça, c'est une petite activité qu'on peut facilement faire avec les élèves, d'aller chercher des petites branches de conifères. Et évidemment, on remercie quand on prend une branche d'un arbre au niveau de la pédagogie autochtone, on va remercier l'arbre, on va remercier la nature en déposant un peu de tabac, ou des branches de tuya au pied de l'organisme où on a prélevé quelque chose, toujours en faisant attention évidemment de ne pas trop prélever, de garder cette biodiversité-là dans la nature. Alors ici, vous avez à gauche une branche de pin blanc. Donc, vous voyez, il y a cinq aiguilles dans un faisceau, c'est facile à reconnaître, et c'est doux au toucher, contrairement au pain rouge où on a deux aiguilles dans le faisceau beaucoup plus longues et beaucoup plus pointues et piquantes. Au centre, vous avez la branche d'épinettes, nos belles épinettes canadiennes, où on a vraiment des aiguilles qui se répandent sur 360 degrés avec des petites aiguilles qu'on roule dans nos doigts facilement. Et à droite, complètement, vous avez le sapin baumier, donc avec des aiguilles plates qui en fait sont plutôt sur la partie supérieure de la branche, donc plus pour un 180 degrés. Et on voit des petites lignes aussi en dessous des aiguilles. Donc, c'est important de pouvoir nommer pour aimer. Alors, tous les enfants ont droit à une éducation de qualité. Donc, les enfants ont droit à aller à l'école. Mais ce qui arrive, c'est qu'avec le changement climatique, plusieurs enfants n'ont pas accès à cette éducation de qualité-là. Et il faut vraiment comprendre qu'il y a 3 milliards d'enfants sur la planète qui qui comptent sur nous, sur notre aide pour réduire le changement climatique, pour pouvoir avoir une éducation de qualité. Alors, c'est une question de justice climatique aussi. Et il y a la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations unies, avec tous ces articles-là, c'est énormément d'articles qui, dans le fond, veillent à protéger les enfants et les droits des enfants. Je m'excuse, mais j'entends beaucoup d'écho présentement. D'accord, merci. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une éducation de qualité? En fait, c'est un objectif de développement durable aussi, l'objectif numéro 4, l'éducation de qualité. Sur les 17 objectifs de développement durable définis par l'ONU et qui sont valides pour la période de 2016 à 2030. Et ça vise en fait une éducation de qualité à assurer à tous une éducation équitable, inclusive, de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie,
Viser l'éducation de qualité signifie développer les compétences transversales des élèves et des enseignantes et enseignants, celles qui vont faciliter les apprentissages, ouvrir aux enjeux du monde, favoriser l'inclusion et permettre un climat exempt de violence. Alors, la crise climatique, c'est vraiment une crise des droits de l'enfant. Vous pouvez aller voir sur le site de l'UNICEF, il y a plusieurs documents qui parlent justement de cette crise des droits de l'enfant due au changement climatique. Et les conséquences sont énormes sur les enfants, comme par exemple un enfant qui vit dans un pays où la sécheresse rend la disponibilité de l'eau très difficile, va avoir à franchir de plusieurs kilomètres pour aller puiser de l'eau pour sa famille, par exemple. Et cet enfant-là, ben, c'est certain qu'il n'ira pas à l'école. Donc, il est privé d'aller à l'école pour aller chercher de l'eau due à la sécheresse, due au changement climatique. Il y a des familles dans des pays à développement qui n'arrivent pas à survivre, à avoir de la nourriture suffisamment pour nourrir la famille. Et là, ils sont obligés de marier certaines, en particulier des jeunes filles. Moi, j'ai fait partie d'un comité de thèse dernièrement et il y avait des témoignages troublants de personnes qui vivent dans certains pays africains où il y a des jeunes filles de 9 ans qui se font marier par leur famille à des hommes beaucoup plus vieux qu'elles. Et ça l'ouvre également la porte à du trafic sexuel d'enfants, évidemment, ce commerce-là, ce commerce humain qui est vraiment interdit là, à travers le monde. Et on a aussi, à Madagascar, on a connu la première famine d'origine climatique. Là, c'est pas, on ne doit pas en faire l'éloge. Au contraire, on doit plutôt euh, essayer de voir comment on pourrait éviter d'autres phénomènes comme ça qui causent la mort d'enfants fragiles et vraiment beaucoup de pauvreté et de misère. Alors, vous connaissez sans doute cette jeune femme qui n'a pas besoin trop de présentation, Greta Thunberg, cette jeune Suédoise qui se promène à travers le monde pour justement décrier toute la question du changement climatique. Je vais juste ici peut-être m'en aller. Attendez, je vais essayer de voir si ça fonctionne. Je vais vous présenter un petit bout d'une conférence. On dirait que ça ne peut pas fonctionner. OK, je vais être obligée de quitter la présentation et de vous le présenter autrement. Non, ce n'est pas ici. Attendez-moi 2 secondes. Je vais être obligée de quitter aussi mon mode plein écran. OK. Bon. C'est celle-là ici. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez l'écran? Non. OK, d'accord. Je vais repartager donc. OK. Est-ce que vous voyez maintenant? C'est toujours pas là. Non. Pas encore. OK. Est-ce que ça vient? Non. Attendez. Et là? Est-ce que vous voyez l'écran? Non. Là? Oui, on le voit maintenant. Ça vient. OK, excusez, peut-être que mon réseau Internet ne fonctionne pas à sa pleine capacité, là, je m'en excuse. Alors, je vais vous présenter ce petit bout-là. This is all wrong. Vous entendez le son? I shouldn't be up here. Oui. Oui. OK, parfait. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope.
How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Alors, peut-être pour les personnes, je m'excuse, il n'y a pas de traduction en français, mais ce que Greta mentionne, en fait, c'est que elle dit aux grands dirigeants de ce monde, comment pouvez-vous nous faire croire que vous faites quelque chose alors que vous ne faites rien pour le changement climatique et qu'on voit là, que les écosystèmes se meurent, qu'il y a des gens qui meurent, qu'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Alors, elle est vraiment en colère. Là. On voit très bien dans sa façon de voir. OK. Est-ce que là, vous voyez ma présentation diapo que j'ai ramenée au premier plan? Oui? Oui, Liliane, on voit. OK, excellent. Donc, je continue. Bon, elle est moins émotionnelle maintenant. Elle est rendue à 19 ans, mais elle fait quand même du beau travail, je pense, pour sensibiliser les gens. En passant, c'est une jeune fille qui a un trouble autistique. Mais disons que c'est un trouble autistique de haut niveau. Elle fonctionne bien dans notre société. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'éducation, c'est une force puissante à la source de nombreux changements sociétaux. Puis Nelson Mandela l'a dit et l'a répété, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on ait à disposition pour changer le monde. Donc, c'est sûr que notre société capitaliste, néolibéraliste n'aide pas à changer nos modes de vie, mais il va falloir absolument le faire. On n'a pas le choix, on est rendu là si on ne veut pas se rendre à des situations extrêmes au niveau climatique. Et aussi, qu'est-ce qui est important, c'est de savoir que comme enseignante, comme professeur d'université qui est dans une faculté d'éducation, on a besoin d'outils qui vont faire la promotion justement de cette éducation à l'environnement et au changement climatique. Or, à l'heure actuelle, oui, le nouveau curriculum de 2022 a des éléments d'éducation au changement climatique, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Et il devrait en avoir beaucoup plus. Puis je vais vous présenter ici un extrait d'une vidéo qui montre justement une personne, une représentante de l'ONU qui justement mentionne cet élément-là de changement de politique éducationnelle et de changement de curriculum. Bon, est-ce que vous voyez maintenant les vidéos ici? On voit la vidéo avec le fond bleu. Oui, OK, parfait. C'est bon. C'est ça que je voulais. Donc, OK, parfait. And I'll start with Antonia from Education International. Thanks. So we've done two pieces of... Est-ce que vous entendez le son? Oui, Liliane, on entend le son. Excellent, merci. Research in the past 2 years, and one of them was showing that education remains a kind of unrecognized part of countries' climate strategies. So I think there's one piece around really becoming serious with a commitment to climate change education as part of climate strategies. And then the second was a piece that EI did together with UNESCO that looked at teachers and teachers' preparedness. And there were some really quite shocking findings in there that I wanted to share with you, because we found that 95% of the surveyed teachers were motivated to teach about climate change, but only 55% said that they had received training on how to
do this. And less than 40% said that they were confident teaching about climate change. And I think this less than 40% is really the figure that I'd like to stay in all of your minds, and really showing us how urgent it is to look at teachers and the education workforce and the ways in which we can support teachers. So this is about initial teacher training, but it's also about supporting the teachers that are already in the system. So different forms of continuous professional development and support. And of course, there is a big piece of work to do around updating national education policy and curricula, ensuring that climate change education is part of all levels of education, that it's part of all subjects, going back to what Sul was talking about earlier, really challenging the notion about these separate subjects that we all have to learn. And then just a last reflection. Donc, je vais arrêter ça ici, juste quitter le plein écran. Oh, excusez-la. OK, donc de retour à mes diapos, juste pour résumer peut-être ce qu'on vient d'entendre. Alors, la dame, c'est ce qu'elle disait, c'est qu'en fait, on doit s'occuper de la formation des enseignants, de la formation initiale, la formation aussi du personnel enseignant qui est présentement dans les écoles, parce que selon une étude, il y aurait 50% qui disent qu'ils se sentent suffisamment préparés, la moitié, ça, 1 sur 2. Et il y aurait juste 40% des personnes qui se sentiraient assez confiantes pour enseigner l'éducation à l'environnement et au changement climatique. Donc, on veut justement développer cette confiance, cette auto-efficacité professionnelle pour enseigner, pour éduquer au changement climatique et à l'environnement. Mais je pense que ça prend aussi une souplesse dans le sens que on peut apprendre aussi avec les élèves en se laissant la possibilité de faire des projets et d'apprendre en cours de route avec eux. Je pense que c'est très important. Puis toute la question aussi de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité, d'arrêter de voir les matières cloisonnées. Il y a certains pays qui ont déjà fait des avancées assez remarquables de ce point de vue-là, d'arrêter de voir les matières comme toutes cloisonnées avec des curriculums qui sont toutes séparés, mais plutôt d'essayer de voir comment on peut intégrer ces matières-là ensemble. Et je ne peux passer sous silence l'importance de votre rôle. Bon, aujourd'hui, j'imagine la majorité d'entre vous enseignez, mais il y a peut-être aussi des gens qui sont conseillers pédagogiques, qui sont à la direction d'école ou peut-être dans des organismes qui gravitent autour là, du système scolaire. Et je veux juste vous dire comment le personnel enseignant a une importance capitale, tant au Canada que partout dans le monde. Et c'est vraiment une grande force que l'on a d'avoir ces enseignantes et ces enseignants-là dans nos écoles. Et pour moi, le rôle d'un enseignant, c'est aussi important que le rôle d'un médecin. Et il devrait avoir une reconnaissance sociétale aussi grande que la profession médicale, parce qu'en fait, quand on enseigne, on protège les problèmes futurs. Hein? Quand on éduque les élèves à se garder en santé, quand on les éduque à bien vivre en société, quand on les éduque à développer leurs talents, leurs compétences pour que ça serve plus tard à la société tout entière, quand on leur enseigne à protéger la nature, c'est un rôle tellement important. On forme les futurs citoyens, citoyennes de demain. C'est la société, c'est notre monde. Donc, c'est tellement important ce que vous faites. Donc, je veux vous féliciter pour le choix que vous avez fait d'avoir les enfants à cœur et l'éducation des enfants à cœur. C'est vraiment très important pour moi de passer ce message-là aujourd'hui. Et je m'en viens dans un tout autre registre
Alors, comme vous savez, de plus en plus dans les écoles ontariennes, mais aussi canadiennes, bon, avec toute la réconciliation avec les peuples, les premiers peuples, les Premières Nations, on a tout ce souci-là d'intégrer, dans le fond, les perspectives autochtones dans l'enseignement. Et il y a beaucoup à retirer des perspectives autochtones par rapport à l'enseignement, à l'éducation, à l'environnement et au changement climatique. Et je vous amène ici la notion de Pachamama qui nous vient de nos amis qui viennent d'Amérique du Sud. Et pour eux, en fait, Pachamama, ça veut dire littéralement terre-mère. Pacha, terre, mama, mère. Et ce qui veut dire que la terre est notre mère et la mère, on la protège, on la respecte, on l'honore. Et une autre chose aussi, c'est que nous vivons sur le dos de la tortue. Donc, je vais vous montrer ici. Alors, on voit que on voit l'Amérique du Nord qui est ici, mais on voit aussi que la forme de l'Amérique du Nord est vraiment vraiment une forme de tortue. Et il y a toute une légende qui supporte justement le dos de la tortue. Et c'est une tradition, c'est vraiment une légende Anishinaabe. Et juste pour vous raconter brièvement cette légende-là, c'est qu'un bon jour, il y a très longtemps, les nations indigènes qui vivaient en Amérique du Nord se querellaient. Il y avait des guerres, il y avait des gens qui mouraient et tout ça. Puis à un moment donné, le grand Manitou, qu'ils appellent Kichi Manitou, a décidé de nettoyer là, toute la misère de la terre. Puis pour ce faire, il y a eu une immense inondation, donc ça a inondé toute la surface de la Terre et tout le monde est mort, sauf un être humain, un huard, une tortue et un rat musqué. Et là, il y avait un bout de bois. Ils se sont tous retrouvés sur le bout de bois à flotter sur le dessus de l'océan. Puis là, l'humain, il a dit ça n'a pas de bon sens, il faut absolument qu'on recrée la terre et tout ça. Donc là, il a essayé d'aller dans le fond, il a nagé, aller dans le fond de la mer pour essayer d'aller chercher de la terre. Il n'a pas été capable. Il a demandé au huard, le huard il a dit je vais essayer, je suis un bon nageur. Le huard a essayé d'aller chercher, mais il n'a pas été capable. Liliane dit c'est ça. Oui, allô? Ouais. Je l'ai lu à la faculté. Oui, en sciences et techno. Non. Allô? Ça va, un monsieur. Elle, je l'ai eu c'est en recherche. Merci, s'il vous plaît, de couper vos micros. C'est en recherche, puis je l'ai même eu comme prof en maîtrise aussi. T'avais ta maîtrise? Oui, je fais la présentation. Je l'ai eu en maîtrise aussi, puis c'était aussi la... Bonjour. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? T'as-tu fait avec thèse ou sans thèse? Sans thèse. Ouais, moi aussi. J'avais quand même La synthèse. Oui. Je pense, Colette, vous avez la possibilité. Moi, j'ai fait ma synthèse. Moi, j'ai fait Je vais regarder. J'ai fait 3 le premier qui était recommandé. J'ai réalisé que je serais capable d'en faire un 4e. C'est que là, j'ai demandé, ils ont dit OK. C'est que là, j'ai fait 4, comme en janvier. J'ai fait 2 printemps, un été. Je ne peux pas vraiment continuer avec ça. Je m'excuse. Sur papier, ça va super comme. Mais c'est juste des cours. Je viens de désactiver tous les micros, mais j'ai peut-être désactivé aussi le vôtre, Liliane. OK. Alors, je suis de retour. Merci, Colette, parce qu'on ne peut pas entendre avec. Bon. Alors, je t'ai rendu, c'est ça. Alors, le huard a essayé d'aller dans le fond de la mer pour recueillir la terre. Il n'a pas non plus, il est revenu, il était tout essoufflé, il n'a pas été capable. Là, la tortue, elle a dit, moi, je vais essayer, moi, je suis une bonne nageuse, je vais essayer. La tortue a essayé d'aller dans le fond, elle est revenue à bout de souffle, pas été capable non plus d'aller chercher de la terre. Et là, le petit rat musqué, il dit, ben moi, il dit, je vais essayer. Là, tout le monde rigolait un peu, mais finalement, il a dit, OK, moi, je plonge. Donc, il a plongé, il est resté très, très, très longtemps dans le fond de l'eau. Et là, à un moment donné, il a refait surface, mais là, il n'allait pas bien, il était inconscient. Donc là, l'humain a pris le petit rat musqué dans ses bras. Et malheureusement, le petit rat musqué est décédé dans ses bras. Mais quand le petit rat musqué est décédé, là, ses pattes ont ouvert, puis là, il y avait une petite boulette de terre dans une de ses pattes.
Alors là, l'humain a dit enfin, on a de la terre. Et là, la tortue, elle a dit bon, pour honorer ce que le rat musqué a fait pour nous, vous allez déposer la terre sur mon dos et on va s'occuper de reformer là, le continent et tout ça. Donc là, il y a eu la poignée de terre sur le dos de la tortue. Le vent s'est mis à souffler, a répandu la terre un peu partout. Et c'est comme ça que l'Amérique du Nord s'est formée. Donc, c'est une très belle légende. Je vous invite à vous en servir avec les élèves de cette très belle légende. Donc, comme vous voyez, on peut faire des liens entre les sciences humaines, l'histoire, les savoirs autochtones. Il y a tellement de belles possibilités. Puis, comme je vous mentionnais tout à l'heure, quand on va dans la nature, parce je pense, il faut privilégier de sortir avec les enfants. De plus en plus, on valorise l'éducation par la nature. Donc, il y a des écoles, même à Ottawa. Je ne sais pas si Chantal Larivière est parmi nous aujourd'hui. C'est une des fières représentantes de cette école-là que j'aime beaucoup et je pense que l'avenir de l'éducation par la nature là, ne fait que commencer, c'est-à-dire le succès de l'éducation par la nature ne fait que commencer. Donc, alors, j'arrive maintenant à ces difficultés-là qu'on voit, comme à chaque jour dans les journaux, on voit que la planète est touchée par le changement climatique, que ce soit des inondations. On a vu les inondations au Pakistan cet été. On voit des sécheresses. Il y a eu énormément de sécheresses en Europe cet été. Les agriculteurs ont eu peine à produire ce qu'ils avaient à produire au niveau de la nourriture. Notre climat se dérègle, on a de plus en plus d'extrêmes climatiques. On l'a vu aussi dans notre région avec la tempête qu'il y a eu. Ça a été vraiment comme, on le voit de plus en plus qu'il y a des dérèglements climatiques et qu'il faut s'en préoccuper. Puis, comme disait tout à l'heure dans la vidéo de Greta Thunberg, nous sommes face à une 6e extinction massive. Et je suis allée chercher un extrait d'un écrit d'une journaliste du National Geographic qui s'appelle Nadia Drake et qui dit que si nous sommes en train d'appuyer sur la gâchette, avec quoi avons-nous donc chargé l'arme? Des milliers et des milliers d'articles scientifiques se sont penchés sur cette question. Ces munitions, c'est quoi? C'est la chasse, les espèces invasives, les évolutions climatiques. Nous touchons à nos standards géologiques, nous modifions le fonctionnement des océans, nous changeons la surface de la planète, nous détruisons les forêts. Nous basons notre agriculture sur la monoculture, néfaste pour de nombreuses espèces. Nous pêchons à outrance et la liste est encore longue. Nous ne serons jamais à court de munitions avec l'arsenal dont nous disposons actuellement. En fait, la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec 8 milliards d'humains et ensuite 9 milliards d'humains qui vont peupler cette planète? Est-ce qu'on va avoir assez de place? Est-ce qu'on va avoir assez de ressources pour cohabiter avec les autres espèces? De toute façon, c'est déjà en cours. Il y a déjà plein d'espèces qui disparaissent. Et dans le fond, n'allons-nous pas droit dans le mur en consommant quantité de ressources dont de nombreuses autres créatures ont aussi besoin? Elle n'a pas de réponse à ça, mais moi, je vous dirais qu'une des meilleures réponses, c'est vraiment par l'éducation. C'est comme ça qu'on va pouvoir solutionner ce problème en s'y attaquant dès maintenant. Alors, j'aimerais, évidemment, quand on aborde un sujet aussi important que le changement climatique, il faut le définir. Alors, selon les Nations unies, le changement climatique désigne les variations de température et des conditions météorologiques sur le long terme. Et on observe que depuis le 19e siècle, les variations ont résulté principalement de l'activité humaine, notamment de l'utilisation de combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz, qui produisent des gaz à effet de serre. Alors, le charbon, pétrole et gaz, ce n'est pas juste les moyens de transport, c'est aussi toutes les usines, toute la production, toute l'électricité qui est générée par
En Europe, on a beaucoup de centrales au pétrole et au gaz. Et là, maintenant, avec la guerre en Ukraine, plusieurs centrales au charbon se sont mis à refonctionner malheureusement. Et ça, c'est très, très, très polluant. Alors, il faut vraiment trouver des alternatives à l'énergie et je pense, très important, baisser notre consommation d'énergie. On consomme beaucoup trop. Les Canadiens, on consomme comme si on avait là, plusieurs planètes. Là. Je pense que c'est 3 planètes ou 5 planètes. Là. Je ne sais plus où on est rendu, mais en tout cas, on est des champions consommateurs et gaspilleurs. Et là, ici, j'aimerais vous présenter une petite vidéo qui pourrait être utilisée aussi en salle de classe par rapport au changement climatique, par rapport à comprendre en fait que les gaz à effet de serre, ça vient de l'effet de serre. Et je vais ici vous le présenter. Donc, je vais juste... OK. Donc, je vais quitter le mode plein écran et je vais me rediriger ici. Bon, donc là, je vais repartager. Excusez pour toutes ces manœuvres-là. OK. Est-ce que vous voyez la vidéo ici, la première page de la vidéo? Oui, excellent. avec le monde au milieu. Oui. Excellent. Donc, je vais vous présenter ça. C'est pas long, ça dure à peu près 3 minutes. Là. Vous entendez la petite musique? Oui. Parfait. Savais-tu que dans l'espace, il fait très très froid? Les scientifiques estiment qu'il peut y faire jusqu'à moins 270 degrés Celsius. Brrr. Pourtant, la température moyenne sur la Terre est de 15 degrés Celsius. T'es-tu déjà demandé pourquoi? Eh bien, c'est grâce à l'effet de serre. Pour comprendre l'effet de serre, il faut savoir que la Terre tourne autour du Soleil et qu'elle est enveloppée d'une couche de gaz que l'on appelle l'atmosphère. Le Soleil émet de l'énergie solaire sous forme de rayonnement. Une partie de ces rayons viennent frapper la surface terrestre, réchauffant ainsi les sols et les océans. Cette chaleur est ensuite réémise vers l'atmosphère sous forme de rayons infrarouges. C'est là qu'entrent en jeu les gaz à effet de serre, que l'on appelle aussi les GES. Les principaux sont le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau et le méthane. Ces GES se trouvent dans l'atmosphère. Les GES retiennent la chaleur autour de la Terre. Plutôt que de laisser les rayons infrarouges s'échapper vers l'espace, les GES les emprisonnent dans l'atmosphère. S'il n'y avait aucun GES, la température moyenne sur la Terre serait de moins 18 degrés Celsius. La Terre serait donc un bloc de glace. Tu comprends alors que le phénomène de l'effet de serre est essentiel à la vie sur Terre. C'est d'ailleurs pourquoi il existe de nombreux phénomènes naturels qui émettent des GES, comme les éruptions volcaniques, l'évaporation de l'eau et la respiration des êtres vivants. Mais aujourd'hui, certaines activités de la vie de tous les jours émettent des GES. C'est le cas des industries, des voitures et même de l'élevage animal. Ces activités ajoutent encore plus de GES dans l'atmosphère. Et qui dit plus de GES, dit plus de chaleur. Cette augmentation de la température dérègle le climat. Comparons les GES à ton manteau. L'hiver, lorsque... On n'entend plus la vidéo. Couper le micro à tout le monde, incluant la vidéo. Et là, tous les micros sont activés, c'est ça? Bonjour, Madame On Diane. n'entend plus rien, madame. C'est pas facile. Oui, allô?
Liliane? Les micros ont été coupés, tous les micros ont été allumés. Moi, je pense que c'est pas facile comme formation, là. OK, est-ce que vous m'entendez? On vous entend et on entend d'autres personnes derrière vous. C'est pour ça que je pense que quelqu'un a dû appuyer sur le fait d'annuler tous les micros. Donc, on n'a pas vu la fin de la vidéo, Liliane. Okay. Bon, bien, regardez, de toute façon, quand moi, je vais envoyer une liste de ressources au CFORP, puis vous allez la voir, la vidéo. Donc, vous allez pouvoir la revisionner. Mais ce que ça dit en substance, cette vidéo-là, c'est qu'en fait, il ne pourrait pas avoir de vie sur Terre s'il n'y avait pas l'effet de serre. L'effet de serre est causé par les gaz à effet de serre, principalement le CO2, qui se ramasse dans notre atmosphère et qui fait en sorte que les rayons solaires sont emprisonnés. Ça fait comme une petite sphère autour de la Terre. Mais s'il y a trop de GES, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, il y a trop de chaleur qui est emprisonnée. La chaleur ne peut plus retourner dans l'espace. Et là, il y a un réchauffement extrême qui se passe. Et là, ben, c'est là que ça se dérègle. Présentement, il y a des chercheurs à l'Université d'Ottawa qui ont découvert que, en raison de la fonte des glaces en Arctique, ils ont étudié la composition des glaces et ils ont vu qu'il y avait des bactéries, des virus qui sont dans les glaces. Et quand ça fond, ben, c'est sûr que ces bactéries, ces virus-là vont être relâchés et ça pourrait être la cause de nouvelles pandémies. Donc, je pense qu'on a assez souffert de la pandémie qu'on vient de passer. On ne veut pas retomber dans d'autres pandémies et le fait que les glaces en Arctique fondent, ça peut nous amener vraiment de graves problèmes. Là, est-ce que vous m'entendez bien puis vous voyez bien les diapos? Oui, Liliane. Bon, mais c'est parfait, une chance. Bon. Alors, voilà, je recontinue la présentation. Alors, c'est pour ça qu'on doit réduire, on doit changer notre mode de vie, on doit réduire notre consommation de combustibles fossiles. Et ce n'est pas juste le transport, comme je vous expliquais, c'est aussi la consommation de biens qui fait qu'on a vraiment là, une production énorme de gaz à effet de serre. Puis, moi, j'ai donné un cours d'éducation au changement climatique au printemps à la maîtrise à la faculté d'éducation. Et un des conférenciers qui est venu, qui était de HEC, parlait justement des fameux Dollarama, là, les magasins à 1 $ qui vendent en fait des produits qui viennent de la Chine. Et ces produits-là, quand ils sont produits, ils génèrent du gaz à effet de serre. Quand ils sont transportés sur une très, très grande distance, ça génère d'autres gaz à effet de serre. Et quand on les utilise, souvent, ces produits-là se ramassent à la poubelle ou au recyclage. Alors ça régénère encore d'autres gaz à effet de serre. Donc, cette consommation-là, cette surconsommation-là, elle est vraiment à l'origine de la production des gaz à effet de serre. Puis ça, il faut vraiment le réaliser. Et je vais vous présenter ici un petit graphique, justement, qui vient du GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat. Et ce groupe d'experts-là a produit plusieurs rapports et il y a plusieurs volets au rapport qu'ils produisent. Ils en ont produit un en 2022, en 2021. Et celui-là, ici, c'est le chapitre 12 là, qui nous dit que, dans le fond, si on continue comme on est là, on s'en va vers un scénario pessimiste, c'est-à-dire une augmentation de température de 5 degrés, ce qui veut dire que là, les glaciers, là, ça va fondre, là, ça n'aura pas de bon sens. Par contre, si on est capable par l'éducation, par le changement de mode de vie, par la transition écologique, de réduire notre consommation, de diminuer la production de gaz à effet de serre, on pourrait aller vers un scénario idéal d'un réchauffement qui ne dépasse pas plus de 1,5 degré. Et ça, c'est vraiment important pour le futur de notre planète, le futur des non-humains et le futur de l'humanité également, puis de la sécurité des enfants, en particulier les enfants qui sont dans les pays, des pays où il y a plus de difficultés, plus de sécheresse, par exemple. Alors, il faut vraiment s'en préoccuper. On ne peut pas fonctionner en vase clos. Bon, il y avait ici un autre schéma.
Comme je disais, c'est impératif que nous respections les termes des grands accords climatiques internationaux pour limiter la hausse de température à 1,5 degré. Et de façon ironique, ça fait 50 ans, plus de 50 ans qu'on le dit, parce qu'en 2000, c'est-à-dire en 1972 à Stockholm, il y a eu le sommet de la Terre et puis la Conférence des Nations Unies sur l'environnement qui disait il faut arrêter le réchauffement climatique. Écoutez, ça fait plus de 50 ans, c'est ça. Donc, ça fait 50 ans. C'est terrible. Alors, le droit à l'éducation, à l'environnement, au changement climatique, c'est une question de droits humains fondamentaux. Puis, il y a aussi une nouvelle déclaration. Bon, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme qui existe, mais il y a aussi la Déclaration des droits de l'humanité. Et ça veut dire que dans le fond, la Terre, la planète et aussi les non-humains qui l'habitent, les non-humains qui l'habitent, ont aussi des droits. Donc, cette déclaration dit que l'humanité est désormais confrontée de manière collective à des défis qui ont trait à la continuité de l'espèce et nécessitent une approche inclusive et cohérente pour passer de la vulnérabilité à la résilience, climat, développement, biodiversité, accès aux ressources, préservation du patrimoine, finalité et gestion du projet technologique. Ces enjeux sont d'une telle ampleur et d'une telle gravité qu'ils ne peuvent être abordés que de manière collective, au moyen de droits et de devoirs qui dépassent ceux des individus. L'intérêt général planétaire qui intègre dans un même objectif l'approche anthropocentrée et l'approche écocentrée exige que la priorité absolue soit donnée à la préservation des espèces, y compris la nôtre. Et comme on est les seuls qui peut faire le choix de ne pas disparaître, ben, on a une responsabilité aussi envers l'environnement, la nature et les non-humains qui l'habitent. Donc ça, c'est très important de prendre conscience de ça. Et encore une fois, le GIEC, ça, c'est le deuxième volet du rapport de février 2022. Ce qu'on nous dit, c'est que dans le fond, on peut permettre à la Terre de plus se réchauffer, mais ça prend des efforts de la population, collective, politique, financier, surtout dans le domaine de la transition énergétique pour réduire les émissions de CO2, une meilleure gestion de l'eau et de l'irrigation, une adaptation des cultures, plus d'agriculture biologique et la préservation des milieux naturels, restauration des forêts et des écosystèmes, arrêt de l'urbanisation dans les zones côtières, végétalisation des villes et j'en passe. Alors ici, vous avez justement, les gouvernements, comme dit Greta, disent on va faire ci, on va faire ça, mais finalement, rien ne se fait. Et ici, on a un bon exemple, le sommet de la Terre en 92, qui disait qu'il fallait absolument qu'on éduque au changement climatique, puis l'article 12 de l'accord de Paris en 2015 le disait aussi. Mais qu'est-ce qui s'est fait vraiment dans les écoles puis dans le système scolaire? Pas beaucoup encore à date, là. On est vraiment comme au balbutiement, puis il faut vraiment... Il y a des pays qui sont plus en avance. Si on regarde les pays nordiques, par exemple, l'Australie, c'est un grand désert. Eux autres, s'il y a encore des changements climatiques, du réchauffement climatique, ils n'ont plus de pays. C'est juste une petite bordure tout le tour de l'Australie. Donc, ils sont vraiment à l'avant-garde, puis c'est très important pour eux. Mais je pense que nous, ici au Canada, là, on n'a pas le choix. Il faut vraiment faire des pas certains dans cette voie-là d'éduquer au changement climatique et à l'environnement. Alors, bon, ici, c'est encore l'accord de Paris dont je viens de vous parler. Puis, quand on regarde qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement, on parle, de la transition vers une économie verte et tout ça, puis Greta Thunberg en parle, puis d'autres en parlent également de tout ce greenwashing-là. Les gens veulent paraître bien, les compagnies veulent paraître bien. Et quand on fouille un peu derrière, on se rend compte que c'est beaucoup de la poudre aux yeux et que c'est pas... c'est juste de la publicité, c'est des slogans pour vendre leurs produits. Donc, il faut faire attention. Puis je pense que c'est
le développement de la pensée critique, autant chez les enseignants que chez les élèves, c'est vraiment comme quelque chose qu'il va falloir miser dans notre système éducatif de plus en plus pour voir justement, voir ce qui est le bon grain, être capable de différencier le bon grain de l'ivraie, comme on dit. Et je reviens sur les objectifs de développement durable. Moi, je les trouve très intéressants, ces objectifs de développement durable, parce qu'on pourrait dire avec les élèves, on va en faire 2 par mois. Par exemple, on en aborde 2 par mois, puis on fait des petits projets autour de ça. Déjà, là, ça pourrait être un beau commencement dans votre salle de classe. Donc, il y en a l'objectif 14 sur la vie aquatique, l'objectif 6 sur l'eau propre, l'objectif 11 sur les villes et communautés durables, l'objectif 7 sur l'énergie propre. On a ici la vie terrestre, l'objectif 15. Évidemment, on a la lutte au changement climatique, l'objectif 13 qui englobe tout ça, là. Donc, vraiment, c'est intéressant. Je vous invite beaucoup à aller voir le site des Nations unies. Vous allez voir, il y a énormément d'outils aussi pour enseigner les changements climatiques et l'environnement. Et le matériel est en français. Donc, c'est vraiment intéressant. La plupart du matériel est en français. Peut-être pas tout, mais beaucoup. Et le 11 novembre 2020, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a adopté une résolution historique visant à inclure le droit à un environnement sain dans les droits de l'enfant. Et la résolution appelle à former les enseignants afin qu'ils puissent dispenser un enseignement efficace sur les questions et défis environnementaux. Alors oui, on veut des enseignants qui forment, qui éduquent, mais il faut aussi les former, les enseignants. Et il faut aussi former les ministres de l'Éducation et les surintendants et le corps professoral des universités. Il y a beaucoup de travail à faire. Puis, c'est très important de former ce personnel-là, enseignant. Et récemment, l'Association canadienne des doyens et doyennes d'éducation du Canada a fait un accord sur l'éducation pour un avenir viable. Mon doyen est un des responsables là, de ce rapport-là avec une autre personne. Et dans le rapport, j'ai pris un petit extrait pour dire nous reconnaissons que nos actions en tant que faculté, collège, école et département d'éducation sont complices de cette trajectoire critique. C'est une responsabilité sociale et éthique. Nous devons agir. Moi, ça fait depuis 2004 que je suis à l'université, puis même avant, j'ai été chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. J'ai toujours parlé d'éducation à l'environnement, mais il y a pas beaucoup de mes collègues, malheureusement, qui le font. Moi, j'ai fait une présentation à mes collègues au mois de juin, mes collègues de la faculté d'éducation. J'espère que mes collègues vont avoir le goût de l'intégrer dans leur cours. Mais moi, c'est sûr que je continue ma route pour éduquer à l'environnement et au changement climatique. Puis, il y a des universités qui sont plus en avance. En Ontario, en particulier, vous avez l'Université York qui est très en avance. Il y a en Colombie-Britannique, UBC. Vous avez l'Université Laval, l'UQAM, qui a même une charte au niveau écologique là, pour l'UQAM au complet, pour l'université au complet. Simon Fraser, l'Université de Sherbrooke, qui a aussi aménagé des pavillons de façon écologique là, qui répondent aux normes de transition écologique. Mais je pense que de plus en plus, on doit poursuivre ce travail-là de formation des enseignants, puis d'intégration de ces éléments d'éducation-là dans la formation à l'enseignement. Mais il faut que le gouvernement aussi change le curriculum parce que comme éducateur, comme professeur d'université, nous nous servons des curriculums provinciaux, gouvernementaux, pour former les enseignants. Si ces curricula ne sont pas transformés pour intégrer l'éducation à l'environnement et au changement climatique, ça va être difficile pour nous de le faire, à moins de le faire dans un esprit d'initiative personnelle. Mais je pense qu'il faut vraiment le faire, faut qu'il y ait un mouvement de masse, même au niveau des politiques éducationnelles, puis au niveau des politiques scolaires et universitaires, là, dans ce sens-là. Puis je reviens un peu à la présentation, la petite vidéo
de la dame des Nations unies qui disait qu'il y avait un manque, les gens ne se sentaient pas à l'aise parce qu'il y avait un manque d'expertise, de formation, un manque de ressources. Donc, mais moi, ce qui me trouble encore plus ici, c'est qu'il y a même des enseignants qui ont dit qu'il n'y avait pas assez de preuves que le changement climatique posait un problème grave. Ça me pose problème. De dire aussi que la responsabilité, ce n'est pas la responsabilité des écoles. Je pense que c'est la responsabilité de tous d'éduquer, même à la maison, les parents. Tout le monde doit se mettre à la tâche. Puis l'éducation au climat ne relève pas de leur matière. 31 personnes. C'est pour ça qu'il faut intégrer les matières. Il faut fonctionner, il ne faut plus fonctionner en silo. Il faut fonctionner avec des projets d'intégration qui vont mettre au cœur l'étude de l'environnement et de la nature et greffer les autres matières. C'est ça qu'il faut faire pour être capable d'intégrer tous ces savoirs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour former le personnel enseignant en éducation à l'environnement et au changement climatique? Bien, c'est sûr qu'on doit aider les enseignants, les enseignantes à construire des connaissances en écologie, environnement, changement climatique et sur les enjeux sociaux aussi qui entourent tout ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas cloisonné au STEM, l'éducation au changement climatique puis à l'environnement. C'est vraiment, ça fait partie de toutes les matières parce qu'il y a des enjeux sociaux qui touchent toutes ces questions-là. Deuxièmement, les aider à développer un esprit d'optimisme parce que, bon, c'est sûr qu'on ne veut pas regarder ce qui va mal, on veut regarder aussi ce qui va bien, l'optimisme, les pas qu'on peut faire, les réalisations, les succès qu'on peut avoir avec les élèves dans notre salle de classe. Je pense que c'est ça qu'il faut regarder, garder à l'esprit. Il faut aussi aider les enseignants à prendre conscience de l'importance des savoir-être, des valeurs, des attitudes comme le goût du beau, le caring pour la nature, puis évidemment développer la pensée critique, développer des compétences citoyennes et favoriser la collaboration avec les parents, la communauté. Alors, il y a toujours moyen d'inviter un représentant de la communauté qui travaille à l'hôpital, qui travaille dans une usine de filtration, qui travaille peut-être pour la conservation de la nature. Et on peut inviter aussi des gens, des organismes d'éducation à l'environnement qui existent. Ils ont des programmes, ils ont des gens qui peuvent se déplacer et aussi aider les enseignants à s'outiller au niveau d'approche d'enseignement pour éduquer à la protection de l'environnement, ainsi qu'aux mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Alors, si on regarde au niveau conceptuel, il y a des liens entre l'éducation au changement climatique, ECC, et l'éducation relative à l'environnement. Parce qu'en fait, l'éducation à l'environnement est beaucoup plus ancienne. L'éducation au changement climatique est vraiment plus récente. C'est depuis, je vous dirais, peut-être 4-5 ans qu'on en parle, l'éducation au changement climatique. Avant ça, on parlait beaucoup plus d'éducation relative à l'environnement. Et les ressources éducatives en éducation à l'environnement peuvent vous servir pour éduquer au changement climatique parce que c'est tout imbriqué. Alors, comme je vous disais, c'est en 1977 qu'on parlait de l'importance d'intégrer l'éducation relative à l'environnement dans le cursus scolaire. Donc, ça fait longtemps, là. Ça fait très, très longtemps. Alors, c'est quoi l'éducation relative à l'environnement? C'est un processus permanent dans lequel les personnes et les collectivités prennent conscience de l'environnement, acquièrent les connaissances, les valeurs, les compétences, mais aussi l'expérience et la volonté d'agir pour résoudre les problèmes de l'environnement. Et il y a 4 grands principes qui soutiennent cette citoyenneté environnementale-là où on peut se réconcilier avec la nature, faire la réconciliation entre la nature et l'environnement. Ça vient d'auteurs en 2017, Amorim, Ferreira da Silva et Santos Sestari. Donc, le premier principe, c'est vraiment la prise de conscience. On ne peut plus nier que on est dans un ère de changement climatique important et que c'est dû à l'humain et on doit changer nos modes de vie. Ça, c'est le premier pas, le premier principe. Deuxième principe, c'est d'essayer de comprendre les processus, les systèmes naturels et ça, on peut le faire avec les élèves dans notre salle de classe en faisant des projets de sens avec eux
sur la nature, la conservation, changement de mode de vie, etc. Troisième principe, c'est la responsabilité. C'est de reconnaître, dans le fond, que l'humain est responsable de l'environnement et du maintien de l'environnement et des non-humains aussi qui sont là, comme on l'a vu tantôt. Et le quatrième principe, c'est la compétence, donc de développer l'habileté d'évaluer et d'agir efficacement sur ces systèmes-là. Puis l'éducation au changement climatique, c'est quoi? En fait, la définition de l'UNESCO en 2021, c'est de promouvoir l'action climatique chez les personnes et les communautés, faire comprendre les effets de la crise climatique, fournir les moyens de lutter contre les effets de la crise et doter les personnes de connaissances, compétences, valeurs et attitudes dont ils ont besoin pour devenir des agents de changement. Alors, à tous les niveaux scolaires, que vous soyez au préscolaire, primaire, moyen, intermédiaire, supérieur, éducation des adultes, formation des enseignants et bon, et j'en passe là, toutes les strates de la formation doivent être, comment je pourrais dire, imbibées d'éducation à l'environnement et au changement climatique pour faire une transition écologique et, comme je vous ai dit, le co-apprentissage, puis ça, c'est pas moi qui le dis, il y a plusieurs auteurs qui le disent, Stevenson, ici, Nichols et Whitehouse, en 2017, disent de favoriser justement ce co-apprentissage avec les élèves. Les élèves vont embarquer, vont trouver ça tellement stimulant de faire des projets qui touchent leur environnement, comme moi quand j'étais petite puis que je voulais découvrir mon environnement. Les enfants, c'est ça qu'ils veulent, ils veulent connaître leur environnement. Alors, éduquer à l'environnement, au changement climatique, garder les belles possibilités qu'on a en éducation. Alors, on peut intégrer partout cette éducation au changement climatique. Donc, vous les avez, toutes les matières ici, favoriser l'inter et la transdisciplinarité. Et ici, je vais vous montrer quelques thèmes, mais il va y en avoir d'autres aussi après. Donc, puis ça, c'est pas exhaustif, hein, la liste, ça serait beaucoup plus longue que ça, là, parce que, bon, c'est 1 heure et demie, mais ça, c'est un cours là, de 45 heures, là, l'éducation à l'environnement et au changement climatique. D'ailleurs, je vais poursuivre à donner le cours d'éducation au changement climatique au niveau de la maîtrise là, pour les personnes qui seraient intéressées. Donc, les thèmes surconsommation d'énergie et des ressources, ça, c'est tous des thèmes que vous pouvez aborder avec vos élèves là, selon le niveau scolaire où vous vous trouvez. Changement climatique et menaces pour les écosystèmes, les populations, déclin de la biodiversité, la perte d'habitat, santé, environnement, effet de serre, les conséquences, gaspillage alimentaire, savoir autochtone, protection de la nature, engagement communautaire, énergie verte et renouvelable, atténuation, adaptation au changement climatique. Et il existe énormément d'approches qu'on peut utiliser. Alors, je vais vous les présenter brièvement. Donc, une approche qu'on peut utiliser, que vous connaissez sans doute, parce qu'elle fait partie aussi des curriculums, même du curriculum qu'on avait en 2007 là, en sciences technologies, la résolution de problèmes. Donc, on permet aux apprenants d'identifier des problèmes environnementaux dans leur milieu, d'en choisir un, de l'analyser, de lui trouver des solutions. Et on aide les élèves à choisir une action environnementale qu'ils vont mettre en œuvre dans le milieu. Et moi, je travaille aussi avec Diane Pruneau, une professeure qui est maintenant émérite là, de l'Université de Moncton. On travaille sur la pensée design. La pensée design qui est une pensée d'ingénierie, donc qui est une pensée qu'on peut vraiment utiliser pour intégrer les systèmes là, dans l'éducation. Et c'est une approche pour enseigner aux élèves comment résoudre des problèmes. Puis, je vous ai mis ici l'adresse parce qu'on a développé un guide pédagogique là, pour utiliser la pensée design dans les différents niveaux scolaires. Alors, une autre approche qu'on peut utiliser, c'est l'apprentissage expérientiel, pardon. Donc, diverses activités qu'on va faire vivre aux élèves en les amenant en contact direct avec le milieu. Donc, l'éducation par la nature, c'est vraiment une éducation d'apprentissage expérientiel et la démarche va se terminer sur une réflexion sur le vécu des élèves à l'extérieur.
Ensuite, l'éducation aux valeurs environnementales. Donc, c'est des stratégies qui vont permettre aux élèves d'exprimer leurs valeurs, d'écouter celles des autres, mais aussi de prendre position. Alors, on peut faire des débats, on peut faire étudier des controverses environnementales. Alors, ça, c'est une belle stratégie qu'on peut utiliser. L'intégration d'histoires. On sait qu'en éducation autochtone, on utilise beaucoup les histoires, comme l'histoire tout à l'heure de la création de l'Amérique du Nord. Alors, on peut faire apprécier le milieu naturel par des histoires, on peut démontrer des réussites environnementales avec des histoires, parler des problèmes environnementaux avec des histoires en donnant beaucoup d'espoir aussi. Donc, c'est une belle approche qu'on peut utiliser en éducation environnementale, en particulier avec les petits qui aiment beaucoup se faire raconter des histoires, puis les grands aussi. Et l'éducation du futur, on peut faire imaginer les élèves, ça serait quoi leur ville du futur, leur maison du futur, leur pays du futur, leur école du futur. Alors, on peut vraiment utiliser des scénarios comme ça pour intégrer des éléments d'éducation environnementale. L'approche critique si importante au cœur vraiment de l'éducation à l'environnement et au changement climatique. La professeure Lucie Sauvé de l'UQAM en a fait un de ses chevals de bataille dans ses écrits. Elle valorise énormément l'approche critique, l'approche citoyenne, parce que c'est pas juste... c'est des questions de société qui touchent aussi, qui débordent sur des questions souvent politiques et sociétales. Donc, bon, ici, j'ai pris le curriculum de sciences et technologies de 2022 et j'ai regardé un peu où on pourrait intégrer des éléments intéressants, par exemple, d'éduquer aux mesures d'atténuation. Quand on parle d'atténuation, c'est ce qu'on appelle en anglais remediation, c'est qu'on va, dans le fond, agir pour diminuer la quantité de gaz à effet de serre qu'on produit. Alors, par exemple, on va éduquer à la conservation d'énergie en 5e année. Donc, on va, avec les élèves, aborder le sujet de diminuer la consommation d'énergie, de vivre dans des maisons plus petites, de fermer les lumières quand on quitte, de fermer les ordinateurs, les cellulaires, de baisser le chauffage. Alors, tout ça, c'est vraiment des comportements qu'on va développer en étudiant c'est quoi les conséquences si on n'agit pas sur ces comportements-là. Et là, on peut développer justement cette éducation à des comportements écologiques. Éduquer au transport responsable. Donc, ici, on a matière et énergie, dispositifs électriques en 6e année. Toute la question du transport durable, du transport électrique. Et on peut étudier le transport non durable pour voir c'est quoi le gros effet que ça a, les voitures qui produisent des gaz à effet de serre. Et on peut aborder la question du transport en commun, toute la question des coûts, comment on pourrait peut-être réduire les coûts du transport en commun, peut-être même le rendre gratuit, taxer les gens qui achètent des grosses voitures, même les grosses voitures électriques, ce n'est pas une panacée, les autos électriques, hein, soit dit en passant. On exploite, ça génère énormément de GES, le fait de produire des batteries. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces batteries-là quand elles ne seront plus en usage? Ça va créer d'autres problèmes. Et les mines qu'on est obligé de créer pour aller chercher la matière première pour produire ces batteries-là, il faut arrêter de mettre autant de voitures sur les routes. C'est la première question qu'on doit se poser. On doit arrêter de se déplacer. Et pour ce faire, il faut créer des villes intéressantes, des villes où on a envie de vivre, des villes jardins, des villes où on a cette société du loisir-là qu'on a besoin aussi pour se détendre. On n'est pas juste des travailleurs, on est des humains aussi qui avons besoin d'une qualité de vie et de bien-être. Donc, c'est important de développer cette idée-là de ville verte, de ville belle. Ici, encore aux mesures d'atténuation, on peut, en 5e année, éduquer à la consommation responsable. Toute la question de l'industrie du vêtement, l'industrie cosmétique, c'est vraiment des industries qu'on peut regarder à la loupe, puis on va voir à quel point c'est polluant. On nous incite à consommer, ça n'a pas de bon sens.
Donc, ici encore, les villes vertes, les maisons saines, lutter contre l'étalement urbain, éduquer à la santé, le 5e année, santé et système du corps humain. Manger mieux pour une meilleure santé, étudier le régime alimentaire pour diminuer, par exemple, notre consommation de viande et de voir aussi l'effet de la nature sur la santé humaine. Hein. Il y a de plus en plus d'études qui sont faites sur les bienfaits d'aller dans la nature, sur la santé humaine, la santé mentale, sur la baisse du stress. Alors, je vous invite à aller lire des études là-dessus. Il y en a de plus en plus. Et encore aux mesures d'atténuation, on peut travailler la prévention de la pollution de l'air en 2e année, terre-espace, matière et énergie, 5e année, gestion des déchets, le recyclage toutes les années, secondaire, primaire, partout. La protection des mers, des océans, système vivant, 4e, 6e année, l'économie circulaire, terre-espace, 5e année. Et l'éducation aux mesures d'adaptation, parce que même si on décide du jour au lendemain, puis j'espère qu'on va le faire, tout le monde, de diminuer notre production de gaz à effet de serre, de diminuer notre consommation, de changer notre mode de vie, mais c'est sûr que les gaz qui sont déjà accumulés dans notre atmosphère, eux autres, ils continuent à faire des effets tant qu'on ne va pas. Il faut planter des arbres pour aller ramasser ces gaz-là, ce CO2-là. Il faut planter de plus en plus d'arbres. Dans vos loisirs, si vous voulez faire une bonne action pour l'environnement, on plante des arbres. Dans vos cours, plantons des arbres. Mais d'ici ce temps-là, il y a des gaz qui existent. Il va y avoir encore des perturbations climatiques. Et donc, il faut outiller aussi les élèves aux mesures d'adaptation. Alors, ça peut être des projets d'études pour restaurer les berges des cours d'eau au niveau 4e année. Ça peut être des projets d'études ou d'actions pour la construction de bâtiments et de voies de circulation de qualité capables de résister aux forces de la nature. Alors, on a nos structures et mécanismes qu'on peut voir à travers ça, étudier les arbres, la plantation d'arbres, projet de plantation d'arbres dans la communauté, système vivant toutes les années, projet d'études sur les moyens de transport, par exemple l'avion qui génère énormément de GES. Il y a même des gens qui ne veulent plus prendre l'avion à cause des GES qui sont générés. Il y en a qui disent, OK, une fois par année, pas plus. Donc, structure et mécanisme, le vol en 6e année. Dans l'étude des avions aussi, de leur impact environnemental, sensibiliser les élèves à l'achat de crédit carbone. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un organisme là, qui nous a Planète Carbone. C'est un organisme, c'est un organisme québécois qui s'occupe justement d'une bourse de carbone, tellement des beaux moyens aussi de faire des mathématiques. Éduquer à l'entraide et la solidarité toutes les années, donc créer des emplois responsables envers la nature. On peut faire des partenariats, des collaborations avec des pays en développement, étudier les transports d'ici, mais aussi ceux dans les pays en développement, comment on pourrait faire en sorte qu'il y ait du transport écologique, des scooters électriques, peut-être développer l'énergie solaire dans ces pays-là et ici aussi. Et il existe beaucoup de ressources pour éduquer au changement climatique. Je pense quand on se donne la peine de chercher, on trouve des ressources éducatives. Il y en a plein sur le web maintenant. On a ça au bout des doigts. Mais c'est sûr qu'il y a des ressources qui ont plus de qualité que d'autres. Bon, je vais vendre un peu les choses de ma paroisse. Non, vraiment, c'est vraiment un projet là, que je suis très fière avec mes collègues. On a eu une subvention en 2014 du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour faire du travail de terrain en communauté d'apprentissage avec des enseignants. On a réussi à mobiliser 17 enseignants, moi et ma collègue Christine Couture du Québec. Donc, moi, j'avais un groupe en Ontario. Elle avait un groupe au Québec et on a travaillé pendant 2 ans à développer des pratiques gagnantes en enseignement des sciences et ça a donné naissance à la plateforme qui s'appelle le tableau ST. Vous avez l'adresse en haut, www.tableaust.ca. Le tableau maintenant s'appelle le tableau STE, Sciences, Technologies, Environnement. Et on est en train actuellement d'ajouter des nouvelles pratiques en éducation environnementale. Il va y avoir des pratiques au préscolaire. On a rajouté préscolaire à 3e année parce que le projet avec les 17 enseignants, c'était 4, 5, 6. Mais là, on veut rajouter
d'autres pratiques et vraiment, c'est des pratiques authentiques faites par des collègues à vous, en fait, puis des collègues aussi du côté du Québec. Et vraiment, là, je vous invite à aller voir ça. Moi, les étudiants que je forme à la faculté, je leur montre ça, puis ils sont toujours vraiment emballés par ces ressources-là qui ont été partagées par ces enseignants qui ont été extraordinaires, là, le temps qu'on a évolué avec eux. Puis s'il y en a qui sont là aujourd'hui, je les salue. Là. Il y en a peut-être parmi les 7 qui étaient dans le groupe des Ontariennes et Ontariens. Puis, évidemment, les Nations unies ont énormément de ressources. Je vous invite à aller voir leurs ressources. Il y en a beaucoup en français. Bon, il y en a peut-être qui ne sont pas traduits, mais je pense que vous êtes pas mal compétents là, pour faire des adaptations nécessaires, mais c'est certain qu'on veut plus de ressources en français. Ça, c'est évident. Alors, une ressource que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, changement climatique et mode de vie. Alors, vous allez voir, ça l'amène vraiment à faire une transition vers des modes de vie où on a une moins grande empreinte écologique. Et ici, plus près de nous, là, il y a un organisme à Ottawa qui s'appelle l'Éducation au service de la Terre. Et même, on offre, je ne suis pas allée voir dernièrement, mais souvent, ces organismes-là offrent des subventions aux enseignants pour développer des projets, que ce soit un projet de jardinage scolaire. Le jardinage scolaire est de plus en plus populaire. On veut verdir les cours d'école et on veut aller chercher des gens de la communauté, des gens il y a de plus en plus de retraités. Donc, les retraités ils peuvent être intéressés à participer avec vous dans des projets de jardinage scolaire comme ça. Une autre ressource ici, là, ils ont vraiment une liste de ressources. Ça, c'est vraiment un beau document ici où on a des hyperliens. Je fais juste cliquer, puis ça nous mène à des ressources qu'on peut utiliser. Et évidemment, il y a le réseau Éco-École en Ontario. Bon, c'est le réseau Éco-École du Canada aussi qui partage plusieurs outils, plusieurs ressources. Vous avez aussi STAO, les enseignants, l'Association des sciences là, en Ontario, des enseignants de sciences en Ontario. Donc, ça aussi, ils ont des ressources à partager. Et vous avez aussi Carbone scolaire, que, bon, ça, c'est de là que j'ai pris la petite vidéo sur le changement, l'effet de serre. Et eux valorisent la bourse du carbone. Donc, il y a des belles, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des belles pistes pour intégrer les mathématiques dans tout ça. Et là, la liste des ressources, là, je vais pouvoir la distribuer là, aux gens du CFORP elle est beaucoup plus longue que ça. On va pouvoir vous l'envoyer sans doute par courriel. Là, je vais m'informer auprès de Louis. Et j'aimerais vous dire en terminant que ça a été un privilège pour moi de vous avoir aujourd'hui, de partager avec vous ma passion pour la nature, pour l'environnement et mon grand désir qu'on intègre l'éducation à l'environnement et au changement climatique dans les écoles pour nos enfants, pour le futur de notre société, pour les enfants qui sont partout dans le monde, pour les petits là, qui sont partout dans le monde. Il faut se serrer les coudes ensemble et éduquer à l'environnement et au changement climatique pour nous et pour tous. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Madame Dionne. C'était passionnant. En tout cas, j'ai appris moi encore beaucoup de choses. Je vous ai mis à toutes et à tous le lien vers le formulaire de présence. Je vous ai mis aussi vers le lien vers le sondage. Et puis, je vais vous mettre un lien si vous n'avez pas eu la chance, j'ai vu des messages passer, de remplir le formulaire de présence à la formation à laquelle vous avez participé ce matin. Je viens de les mettre sur la page web du Centre Franco, puis je vais vous mettre le lien parce que je sais que on me l'a demandé, donc vous pouvez facilement retrouver ces informations. Excusez,